Ouais, je Et crois ben que c'est c'est reparti. reparti. Deuxième partie, on est désolé, on a été coupé. On en était donc sur les toilettes sèches et toilettes sèches aériennes de tes Oui, voisins. toilette sèche à rien des voisins, et du Voilà. coup, que bah, c'était pas si horrible en termes d'odeur. Après, il faut prendre en compte aussi le positionnement de cette surface, là, ces 8 mètres carrés. On est en sous-bois, juste au bord du sous-bois, le carré est juste en dessous. Et du coup, le sous-bois, il est du côté sud par rapport au trou. Donc en été, il y a énormément d'ombre. Donc la chaleur est présente. Donc, pour le travail bactérien, c'est pas gênant. Mais du coup, c'est quand même, ça prend pas des gros cagnards en plein dessus non plus. D'accord, oui. Où là, par contre, il y aura en plus en superficie, il n'y aurait pas du tout de travail bactérien. Et du coup, il n'y aurait pas de diminution de l'odeur. D'accord, oui, ça servira à rien. Parce que un compost issu de toilette sèche, un copeau est extrêmement humain. Bah oui, au début ça pue forcément, hein, c'est le caca, ça pue. Mais très rapidement en fait en aérien, du coup, les odeurs disparaissent parce qu'il y a déjà un tas de bactéries qui ont transformé la matière par deux, quoi, déjà, rien que sur les 3 premiers mois. Forcément. Donc voilà. Après, voilà, c'est un choix, ça dépend des possibilités, des surfaces qu'on a et des capacités de terrain qu'on a. Et en fonction de ce qu'on veut faire dessus aussi. Mais du coup, la petite aparté, ouais, c'était par rapport à l'élevage. Je citais un maraîcher que je connais pas personnellement, hein, c'était un reportage que j'ai vu, mais du coup, les légumes étaient très bons, et les analyses de sol. Les analyses de sol et du fossé qui était en périphérie, après avec analyse de flotte justement pour retrouver éventuellement, voir s'il y avait des pathologies propres aux humains, des traces d'antibiotiques, parce que il y a aussi la vie, qu'il peut y avoir des gamins et que les gens ne sont pas systématiques à ne pas donner d'antibio. Bon, il y a un moment aussi, il faut arrêter d'être con quand on est en mauvaise santé. Hein. Donc mais c'est aussi des questions à se poser du coup. Bref, on pourrait partir sur d'autres sujets. En tout cas, les analyses étaient correctes 1 an, 2 ans et 3 ans après. C'est ça qui était génial sur ce reportage. Du coup, il n'y a pas de coliforme fécaux non plus. Donc, techniquement, d'enterrer ces excréments, ça n'a pas de... l'impact, négatif, il faut laisser le temps à la nature de dégrader la matière. C'est tout simple. Après, je pense qu'il faut se méfier parce que sur des sols, si on attribue tout d'un coup des sols qui étaient en conventionnel avec Roundup sur Roundup sur Roundup sur du maïs colza triticale pendant plus de 20 ans, avec un sol qui est quasi mort, parce qu'aujourd'hui on n'utilise que le substrat du sol, mais pas du coup en conventionnel, et pas son potentiel. Du coup, oui, je sais pas si la dégradation d'une matière organique issue de toilettes sèches dégradées. Je pense que oui. Ça mettrait vachement de temps avant de trouver un équilibre bactérien dans les sols. Sachant qu'en plus, de toute façon, il faut planter du végétal derrière. Je pense que c'est sine qua non si on replante pas derrière du végétal, là par contre on peut arriver à polluer avec de la matière naturelle, hein, coup, mais on peut arriver à polluer un sol tout pareil. Oui, c'est un peu comme le principe de filtrage des eaux usées. Il y a des plantes dessus. C'est ça. Il y a besoin d'un cycle complet. Donc la dégradation de la matière, ça passe par les champignons, les bactéries qui mangent les champignons qui mangent les déchets de bactéries et de champignons, et la matière qui est sur place. Les racines en ont besoin et il faut des champignons pour nourrir les racines des végétaux, et donc c'est toutes ces chaînes qui contribuent à dégrader, à manger la matière et par leur excrément la transformer en une autre matière qui sera utile. Enfin, le cycle classique, est énorme. Ça peut faire l'objet d'un autre thème, hein, c'est la pédologie, l'étude des sols. On en parlait tout à l'heure. Vas-y, si tu veux, si tu as envie d'en parler, n'hésite pas. Parce que par rapport à l'étude des sols, aujourd'hui, déjà il n'y a pas beaucoup de scientifiques, parce qu'il y a une sorte d'omerta au niveau mondial et précisément au niveau national, hein, parce que la France a décidé qu'il n'y aurait pas de pédologue depuis le début des années 70, je crois. Depuis le gros du développement de l'INRA,
n'y a pas de formation en pédologie. Donc si on coupe l'accès à la connaissance sur la pédologie, l'étude des sols, bah forcément si on ne fait pas de recherche sur les sols, bah, on ne peut pas en découler tout un tas de processus qui va permettre ensuite de le cultiver correctement. Ouais, oui, c'est bloqué à la base, comme ça au moins. On ne connaît que les moyens modernes pour cultiver de manière empirique, scientifique. Mais le côté naturel de comment le milieu se débrouille tout seul, qu'à regarder une forêt, elle est en autonomie sur sa matière organique, c'est ce qui lui permet de croître, c'est ses propres déchets. Ce sont les feuilles mortes, les branches mortes. Et toute la vie qui transforme ses propres matériaux en d'autres éléments qui vont réutiliser derrière. Mais c'est dingue de le dire, mais un arbre, oui, on peut dire qu'un arbre, c'est cannibale, quelque part. Ça, alors on parle de cannibalisme par rapport à des prédateurs carnassiers, donc qui mangent de la chair, donc de la protéine animale. Eux, c'est des chaînes de protéines, de sucre, c'est de la cellulose. C'est cette cellulose qui est à la base des molécules de glucides. Les végétaux, c'est la photosynthèse, etc. Donc c'est transformer de l'azote et de l'oxygène en glucides. Donc c'est pour ça que l'environnement m'a fait m'intéresser du coup aux abeilles aussi. Pour parler de glucides, on va parler directement miel. Mais à la base, c'était aussi pour une histoire d'économie, de bougies que j'ai achetées dans le commerce et qui coûtent la peau du cul, qui est fait en cire issue d'industrie pétrolière. Et du coup, nos abeilles ont des glandes cirières qui produisent. Donc on a un animal qui produit de la cire. Et en plus en quantité quand même. Depuis Jésus-Christ, même avant, on s'est toujours chauffé à la bougie. La bougie a toujours existé depuis très 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 longtemps. Après, il y a eu des lampes à huile, etc. Ça a évolué, mais bref. Du coup, ça m'a fait intéresser encore plus aux abeilles et puis après de mettre un pas aussi dans le monde horrible de l'apiculture d'aujourd'hui. D'accord, donc tu fais de l'apiculture aussi, toi. Donc je fais un peu d'apiculture. Depuis que j'ai démarré, depuis que j'ai eu ce boulot où je touchais très bien ma vie, enfin vers la fin plutôt, où je savais que j'allais le quitter et en attendant de faire une formation qui allait me former au maraîchage, je me suis lancé, j'ai acheté une ruche, puis ensuite deux. Et puis voilà, un peu en autodidactie, j'ai fait l'apprentissage de l'apiculture. Et voilà. D'accord, alors du coup, moi j'aurais une question qui me paraît bête. T'es autonome en bougie maintenant? Eh bien, bizarrement, c'est dingue, mais du coup, je fabrique beaucoup moins de bougies qu'avant. Ah bah là, moi je vais te partager mon histoire. Non, mais c'est rigolo parce que... Moi je vais te partager mon histoire avec le pain. Le jour où j'ai arrêté d'acheter du pain transformé, que j'ai voulu le faire moi-même, et ben en fait j'en ai fait une fois et après j'ai arrêté de manger du pain. C'est la même chose. C'est marrant comme on reste assez feignant de manière de prime abord quand on est face à un élément. Ça veut pas dire que j'en fais plus, mais du coup j'en utilise beaucoup moins parce que j'ai pris conscience aussi de la pauvreté de cette matière due à l'apiculture et la difficulté que j'ai rencontrée à déjà produire un peu de miel. Sans parler de produire de la cire, parce qu'il y a des méthodes, et puis c'est juste ça n'a pas de valeur à exploitation d'une ruche à 100%, on les laisse vivre, moi je leur laisse leur miel, les abeilles elles ont besoin de miel pour vivre au maximum. Là où je rencontre une difficulté, c'est que malgré le miel que je leur laisse, donc je me fais pas de récolte, très peu. Aujourd'hui, du coup, déjà ça me coûte beaucoup plus cher que ce que ça me rapporte. Il faut bien comprendre ça. Et secondo, du coup, j'arrive pas à les faire produire de la cire. Concrètement sur peut-être que plus tard, un objectif de voilà. Mais du coup déjà le peu de cire que je retire par rapport à l'itinéraire technique que je me suis fait, j'ai quand même en moyenne entre 500 grammes et 1 kg de cire par an. Donc t'es déjà à peu près. T'as réduit tes besoins en bougies. Et du coup les bougies du commerce j'en achète quasiment plus. Avant j'en prenais tous les mois pratiquement.
Et aujourd'hui, non, je ne prends plus. Après, du coup, j'ai arrêté ma consommation. Du coup. Voilà, du coup, ça t'a permis de te rendre compte que tu n'avais peut-être pas autant besoin de bougies que ça. Ouais, et que du coup, le fait que tu en produises peut-être un petit peu, donc j'ai envie de dire, en soi, tu es presque autonome pour tes bougies. Dans l'équilibre d'en consommer moins et de les produire soi-même et d'une manière naturelle, ouais. consciente. Aujourd'hui, je peux dire, je peux dire. C'est-à-dire que je fabrique pas les bougies, mais la cire je l'ai, hein, elle est juste stockée en attendant d'être fabriquée. Mais, ok, oui, non mais voilà. D'un point de vue éclairage, c'est un truc simple, mais oui, je pourrais déjà avoir une autonomie de ce point de vue-là, et c'est pas rien, quoi, d'avoir un peu de lumière. Ça, on est d'accord. Sans compter de l'éventuelle chaleur que ça peut produire aussi sur des systèmes qui vont pas être... Bah tiens, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus en parlant d'échange et de partage. Tu me montrais tout à l'heure, tu me parlais des moteurs Stirling. Donc, du coup, j'imagine que ça peut être aussi combiné. C'est ça qui me fait triper. Ton moteur Stirling plus ta bougie que tu aurais fabriqué toi-même. C'est ça, produire de l'énergie à partir d'un produit animal, du coup, et qui est l'abeille sans avoir à la tuer. Oui, ce qui est génial. Abeille qui peut elle-même produire de la cire pour d'autres utilisations, hein. En menuiserie, pour des traitements de bois, pour des traitements de linge même aussi, des histoires d'imperméabilité. Éventuellement, enfin il y a tout un tas d'applications déjà qu'on peut faire soi-même avec, outre le fait qu'on puisse produire de la lumière et sinon de la chaleur. Et là pour le moteur Stirling c'est génial parce qu'ils utilisent tous des petits récipients à alcool. Alors après j'imagine que la flamme générée par une bougie est moins importante que celle de l'alcool. Et ça c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de taille, donc après tout est adaptable. Oui, voilà. Concrètement, il suffit de monter la capacité à une mèche d'aspirer la cire liquide qui est propre, qui est fondue elle-même par la flamme, pour en augmenter la chaleur. Oui, d'accord, donc même par rapport à ta... Donc avec un moteur Stirling, en gros, normalement, les moteurs qui développent, c'est du 12 volts, parce qu'il y en a, des moteurs Stirling qui développent 12 volts. Je pourrais très bien utiliser la cire que produisent mes abeilles pour me produire mon éclairage. Là, sous forme de LED. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans le mobil-home parce que du coup l'idée c'est quand même d'arriver à une autonomie électrique, donc tout le circuit est fait pour consommer le moins possible aujourd'hui et avec des budgets que j'ai moi. Et puis tu pourrais te permettre en fait avec ta production de cire de pouvoir faire une production de courant qui te permettrait justement d'être autonome. C'est ça. Donc, j'ai même pas pensé à aller jusque là. C'est vrai que ce serait super pertinent. Et du coup, donc voilà, pourquoi t'en es arrivé là? Ça, pourquoi? Je sais plus si j'ai vraiment répondu à la question, on est parti sur plein de... si, tu nous as expliqué un peu que tu avais ton travail avant, que tu t'es rendu compte que... oui, c'est ça, ça n'allait plus d'un point de vue financier par rapport au système. Moi, j'avais un ras-le-bol de tout ça. J'ai une super question du coup, je sais pas si on en avait parlé, mais je crois que t'es heureux, ça te convient comme style de vie mais moi je suis super content d'être là. En plus t'es heureux. Moi le matin je me réveille, je vais partir sur le printemps, c'est là où ça bouge à fond les ballons, tu l'as vu toi aussi chez toi, c'est de voir courir les écureuils, aller chercher tout ce qu'ils ont caché, qu'ils ont oublié de cacher pendant tout l'hiver. C'est trop drôle de voir les oiseaux. J'ai sorti un vieux bouquin sur la reconnaissance des oiseaux, j'ai sorti ma vieille paire de jumelles que j'ai eue quand j'étais gamin, toute petite. Il n'y a plus qu'un œilleton, mais bon déjà du coup j'observe un peu ce petit monde de piafs, et il y en a il y en a plein, ils sont magnifiques quoi. Il y a de la salamandre autour, j'y fais vachement gaffe pendant la saison où ils sont susceptibles de se reproduire, parce que là c'est un terrain de mine quoi, quand ils sont sortis, qu'il pleut un peu et que les feuilles sont toutes couvertes. Si tu fais pas gaffe, tu marches dessus, parce qu'il y en a tous les mètres. Oui, c'est vrai que toi t'es vraiment bien fourni. C'est un truc de malade. J'en ai un peu moins chez moi. J'ai remarqué qu'au mètre carré il y en a je pense qu'il y en a autant. Après il y a des zones où ils sont... toi t'es vraiment blindé c'est quoi. Ça. Moi aussi j'ai été les observer avec ma petite frontale la nuit quand il fait bon et qu'il pleut. J'en ai un peu moins, mais il y en a quand même
beaucoup aussi. Après, j'ai une grande forêt, donc j'ai pas fait toute la forêt. Mais... Bah là, ça va être au printemps, c'est pour bientôt, là. Du coup, oui, ça va être encore un beau spectacle de la nature. C'est ça. Et voilà, des animaux qui, en plus, ont cette capacité d'être ultra sensibles, puisque du coup, non seulement ce sont des amphibiens, mais en plus d'être amphibiens, ils peuvent pas rester à l'air sec. Ils sont obligés de se camoufler dans un endroit humide, des troncs qui se décomposent, où il y a toujours un taux d'humidité important, de se cacher sous les pierres, etc. C'est pour ça qu'on les voit quasiment jamais, sauf à cette période où ils se reproduisent, expulsion de phéromones et autres, c'est la teuf. Et dès qu'il pleut un peu, du coup, youpi tralala, il y en a partout. Mais voilà, ça c'est un des exemples, mais après, c'est des variétés de coléoptères, si on veut parler des insectes autres que les abeilles. C'est des abeilles sauvages qui sont présentes. La ferme est en bio, donc ça s'en ressent. J'ai visité plein d'exploitations agricoles en conventionnel. La biodiversité autour des bâtiments d'élevage, autour des champs, elle est quasi nulle. Elle est quasi nulle. On se dit bah, tout va bien, bah oui, on voit quelques piafs qui se baladent pour le peu de haies qui existent encore. On voit du lapin, super. C'est pas un bon exemple de référence de biodiversité, le lapin, mais bref, non, il faut un tout. Et ici, du coup, il y a vraiment tout. Le matin, prendre le café, avec des rayons du soleil qui m'arrivent là sur la fenêtre. Que vous voyez en ce moment, le soleil se lever et passer juste devant, c'est super agréable. Et une grande baie vitrée comme ça, bon, je suis en simple vitrage par contre, sur le mobil-home, parce que c'est celui d'origine, mais l'idée c'est de passer en double. C'est un truc très con, mais déjà rien que ça, c'est aussi des économies en calories. Moi je me chauffe au bois, du coup j'ai un poêle à bois pour le chauffage. Comment tu te chauffes? On a un peu parlé, mais voilà, je me chauffe au bois, je me fais mon bois, je gère une parcelle, ça peut... La majorité des bois qui est autour de chez vous ne le proposent pas forcément, mais il y a des locations de parcelles pour faire son propre bois, du coup qui est racheté au bois coupé brut de forêt, qui sont les tarifs forestiers des grandes industries de série. Mais là c'est ouvert aux particuliers, donc c'est pas rien, ça permet de rentrer dans de la gestion de la forêt locale, ce qui personnellement pour moi socialement est super intéressant. C'est sûr. Et de rentrer dans cette démarche on n'a pas tout en plus, c'est des arbres sélectionnés par un professionnel du milieu forestier, avec des essences qui sont protégées, donc on n'a pas à toucher, etc. D'accord, donc c'est pas j'arrive avec ma tronçonneuse et c'est ça, moi je coupe pas non plus n'importe quoi, on se chauffe aussi énormément avec du bois qui est du bois d'entretien. C'est-à-dire sur l'exploitation notamment, mon collègue il se chauffe grâce à une chaudière bois par exemple chez lui. Pour chauffer sa maison, son eau chaude, et il chauffe tout au bois. Et oui, du coup, même l'été, il allume sa chaudière à bois. Alors ça peut paraître dingue, mais pour avoir de l'eau chaude, il a besoin de l'allumer beaucoup moins souvent. La déperdition au niveau du ballon de garde de l'eau, elle est ridicule, quoi. Du coup, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on est capable de faire des bonnes technologies quand même. Après, les rendements, ils sont pas forcément optimisés. Il y a moyen d'améliorer encore tous ces systèmes. Bref, du coup, voilà, je coupe pas du bois n'importe comment, effectivement. Et là, le bois d'entretien, c'est le bois de la ferme, donc c'est l'entretien des arbres pour pouvoir passer un tracteur, etc. C'est ça le bois d'entretien. L'entretien des haies, c'est tout ce qui fait nos talus et nos bords de parcelles, où il y a eu très peu de remembrement ici, heureusement. Ça peut faire l'objet encore d'un autre sujet, ça, le remembrement au niveau agricole, l'utilisation du bois à une certaine époque et ce qu'on en fait aujourd'hui. Il y aurait je crois, par rapport au bois de chauffage qui est produit aujourd'hui et qui est beaucoup par des particuliers comme moi, qui revendent du coup une partie aussi de son bois, ce qui permet de rentabiliser, déjà de rembourser ce que je paye moi. Voilà, à deux, en gros, pour donner une mesure intéressante, à deux sur un lot qui fait à peu près, je crois que c'est 1,5 hectare
de bois. On en a tiré 10 cordes chacun. Oui. Donc en 2 ans. Ouais. Mais non, en fait, il faut pas prendre en compte la superficie parce que du coup, c'est plus, il faut prendre plus en compte la gestion du temps, l'opportunité d'avoir du temps pour en faire. Parce que heureusement, lui, comme il est issu du milieu agricole, on pouvait s'organiser pour faire une après-midi ou une journée en semaine pour ça, et toutes les semaines. Mais ça dure pratiquement 4 mois. Donc pendant 4 mois à faire ça, bah oui, on coupe, on fend, on met en tas, ensuite le bois est cubé, et ensuite il faut le re-rentrer. Ouais, en même temps, c'est une autre manière de chauffer. Oui, mais du coup, tu es autonome pour ton chauffage quand même. Mais du coup, je suis autonome pour mon chauffage, voilà, et d'un point de vue économique. Économique, écologique aussi. Économique, écologique, parce que c'est de la gestion forestière qui n'a pas pour but de faire du profit, mais de faire de la gestion forestière. Super. Forcément, ils en tirent un bénéfice. Il y a quand même des charges. Il faut payer les mecs qui sont payés pour ça toute l'année. C'est pas rien. Et il faut bien les payer, j'ai envie de dire même. Du coup, ça fait partie des choses pour lesquelles c'est important de valoriser le travail important d'un point de vue de la gestion écologique de nos milieux en campagne, quoi. Oui, c'est sûr. Ça me semble. C'est pour ça qu'on a besoin quand même du coup de techniciens aussi, de scientifiques et de gens qui ont vraiment une responsabilité importante pour tout ce qui est dépenses énergétiques en général. Ouais, d'accord. Et de toute façon, tout est lié. Du coup, parce que du coup, après voilà, les possibilités sont multiples. Moi, du coup, mon poêle, je le fais sortir dans mon toilette sèche. Ça, c'est mon petit luxe à moi. Puisque le poêle en lui-même suffit à chauffer le volume du mobil-home. Du coup voilà, c'est un poêle Godin, qui a une capacité de charge de bois coupé en 40. Mais 40 c'est grand max, mais c'est déjà pas mal. Oui, bah oui, c'est cool. On n'est pas dans les standards, du coup 50 c'est trop grand. Mais moi finalement je le recoupe et puis ça me fait des carrés derrière, ça me fait des cubes que je peux remplir un peu à la façon des anciens poêles à charbon. D'accord. Où on remplissait le réservoir qui était souvent beaucoup plus petit parce que le charbon, le charbon dans ce type de poêle, si tu en mets beaucoup trop, tu l'éclates. Parce que le charbon brûle, lui, mais à cœur, du coup, il peut atteindre une température là, plus de 1000 degrés et il te fait fondre ton truc en degrés. La pierre, elle résiste pas non plus à l'intérieur. Donc ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il y en a quasiment plus aussi aujourd'hui, ce système-là. Bref. C'est bon à savoir. On va dire, voilà, c'est le point un peu négatif que j'ai. C'est que du coup, même après coupe et refente, je suis obligé de recouper en partie mon bois. D'accord, bon, ça te fait un peu plus de travail pour toi, mais ça te convient. On va me dire, du coup, oui, mais t'es con, du coup, pourquoi tu ne coupes pas directement en 35-40, quoi, en gros? Bah, parce que d'un autre côté, je vends du bois pour rentabiliser. Oui. Et pour vendre du bois, ce qui se vend aujourd'hui, c'est du 50. Donc je coupe tout en 50. Et après, moi, je me démerde. Moi, ça me fait ma petite charge en plus qui, comme je disais, que je finis par rembourser. Ça, c'est ta petite pierre à l'édifice. Du coup, là, c'est une perte de travail en réel que ça génère. Parce que c'est du temps que je passe en plus. Bah bon, ça vaut aussi refendre son bois à la hache un peu. Il y a toujours des morceaux plus gros qu'on coupe. Après, tu as le luxe d'avoir des toilettes sèches extérieures et chauffées. Donc, oui. Ça peut valoir. Voilà, il y a un petit compromis à faire, c'est ça. Il y a un équilibre encore. C'est quand on se tape du moins 7 degrés pendant 2 semaines, je suis. Bah du coup, c'était un des rares du coin à avoir ça. Il faisait sec, donc le froid était supportable, mais n'empêche que c'est agréable, surtout quand l'idée vient du matin, d'y aller, et bref, c'est le petit plus, quoi. Super. Alors du coup, peut-être pour essayer pas de résumer, mais de finir un peu tout ça, qu'est-ce que tu aurais comme conseils pour les personnes qui seraient intéressées? Alors j'ai envie de dire, je vais prendre l'exemple des gilets jaunes ou des gens un peu
voilà, qui sont en ville et qui n'ont vraiment aucune idée de comment faire, par quoi commencer, qui ont envie, mais qui ne sauraient pas trop comment se lancer dans l'histoire. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil, comme idée à leur donner pour qu'ils passent à l'action, quoi? Je saurais pas trop donner un conseil, parce que du coup, mon conseil, ce serait un peu de suivre mon exemple, quelque part. C'est la première idée qui me vient en tête. Mais du coup, ça voudrait dire que mon conseil, ce serait péter un câble. Péter un câble et revenez à vos bases élémentaires. Mais voilà, je sais pas si c'est un exemple à prendre. Mais voilà, si je dois donner un conseil, c'est réfléchissez bien ce dont vous avez besoin de vital aujourd'hui. Mais en prenant en compte aussi l'environnement, le fait que l'accès à Internet soit inéluctable d'un point de vue de la communication. Oui, on est le pur exemple ça, à ce moment-là. Hein. Exactement, on en a besoin. Moi, du coup, j'ai beau être tranquille dans ma forêt, du coup, je communique énormément, finalement, par le biais d'Internet, de plus en plus. J'ai du mal, mais il n'y a pas que ça, il y a le SMS, il y a le téléphone, voilà. On peut s'appeler. C'est ça. Il y a des tas de choses comme ça, et ça c'est pas inéluctable, c'est pas à revenir en arrière. Du coup, moi je reste connecté, j'ai l'impression de progresser par contre dans mon évolution. Donc ouais, pétez un câble et posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre. Est-ce que vous avez besoin de dépenser autant dans l'environnement que vous êtes, dans lequel vous vivez? Est-ce que vous pensez que vraiment c'est durable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous vous retrouvez dans votre confort? Et si ce confort vraiment vous pouvez pas vous en séparer, essayez quand même essayez de garder le même, parce que moi c'est un peu ce que j'essaie de faire, parce que moi je me rends compte que j'ai quand même besoin d'électricité et que je suis bien content d'être branché au compteur de l'exploitation. Du coup, je m'arrange avec mon collègue pour ce qui est des paiements, tout ça. Moi, je lui file des coups de main, même je lui paye en direct. Du coup, on s'arrange. Lui, on a trouvé un moyen pour que ça lui soit pas préjudiciable. Et du coup, il peut faire une déclaration particulière au niveau comptabilité pour cette surplus de consommation qui prouverait que, bah oui, parce que je suis sur place et que je consomme de l'électricité. Il y a des solutions, il faut les trouver, il faut les creuser, mais ça se fait pas non plus tout seul. Et voilà. Et c'est grâce à ça que du coup il y a l'environnement internet, mais après il y a l'environnement social. Toi tu es là, justement c'est pour ça que tu viens me voir aussi. Bah oui, parce qu'on se connaît bien, des amis, et puis du coup on n'hésite pas oui, voilà, on se voit, d'échanger, on fait ça au quotidien, on échange, on se file des coups de main. Ouais, péter un câble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si les gilets jaunes, ça va finir à aboutir à plein de gens qui auront cette réflexion. On espère. Parce que repartir à zéro, si vraiment faut tout changer, c'est ce que beaucoup de gilets jaunes, en tout cas je l'ai vu de la bouche de plusieurs, disaient, si globalement c'est la représentation du ras-le-bol et l'objectif de ce début de mouvement civil, ouais, moi j'ai envie de dire, reposez-vous tous la question pourquoi vous faites 30 km pour acheter 50 € de bouffe alors que des fois en fait vous avez besoin que de faire 5 km et en voiture en plus. Oui. Mais déjà si vous faites ça c'est énorme. Bah oui. Tu vois, si tu fais ça, c'est déjà consommation voiture pour le trajet, et en plus tu vas trouver en fait les besoins dont tu as besoin pour vivre. Et oui, moi j'ai remarqué en ayant ce style de vie là que tout est à portée de main, c'est pas loin, il suffit de chercher en fait. C'est ça. Il faut et puis il faut être vachement social, il faut aller vers les gens. Du coup, ah bah tiens, vous faites quoi? Ah ouais? Ah bah tu connaîtrais pas quelqu'un qui ferait, je sais pas, la galette? Bah si, il y a un tel machin. Oui, voilà. Oui. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait du cochon ou qui font du fromage? Ah bah si, il y a la ferme de machin, bidule, ici. Oui, voilà, là. c'est ça. Et puis petit à petit, le réseau se fait et finalement, ces producteurs qui recherchent des clients locaux, du coup, sont aussi contents. Ça crée de l'emploi.
Derrière, il y a des regroupements de producteurs. Bon, là, je parle surtout agricole, parce que, mais pourquoi? Mais parce qu'on a besoin d'agriculture pour vivre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'agricole revient. Moi, j'en parle tout le temps. Faut manger, et pas de la merde. Et puis du coup, voilà, réseau de producteurs, réseau de particuliers, réseau de l'entraide, même de gens, de gens lambda comme moi qui veulent juste améliorer le monde et l'environnement dans lequel ils vivent. Moi, mon environnement, j'estime que c'est 30 bornes tout autour de moi. Voilà, ça fait un rayon de 60 km, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce que je dis? Un diamètre de 60 km, mais un rayonnage de 30 bornes. Dans ces 60 km, tu as réussi à trouver les gens, les besoins. J'ai pris cette base 10, c'est marrant, parce que moi je m'étais fait la réflexion avec mes abeilles qui, en moyenne, se déplacent à 3 km à partir de leur ruche pour trouver du nectar. Oui, c'est pas bête. Et du coup, multiplié par 10, c'est à peu près ça. Je trouve que, humainement parlant, c'est raisonnable, 30 km de rayon. Faisable même en vélo, tout simplement, ça fonctionne, quoi. Et de ne pas avoir normalement à faire venir des trucs de l'autre bout de la tête, de l'autre bout de la Terre, mais seulement à 30 km, quoi. Ouais. Ben écoute, c'est super, on va en rester là. On va vous dire au revoir, et puis pensez bien.